interroge la croissance démographique mondiale. Les Nations Unies estiment que le monde compte désormais 8 milliards de personnes. Est-ce un problème pour l'Occident ou une opportunité pour l'Afrique? On en parle avec Dr Mboko Ibarra, expert en démographie. L'occasion nous permettra d'évaluer l'évolution de l'Afrique 50 ans après les indépendances. L'ONU estime la population mondiale à 8 milliards depuis le 15 novembre 2022. Des statistiques qui ramènent sur la table la question de la croissance démographique dans les continents, notamment l'Afrique et l'Occident. Et pour en parler, Oscarine, nous recevons Morgan Palmer, journaliste et consultant en intelligence stratégique. La superficie de la planète s'est-elle agrandie entre-temps? Ben non, c'est toujours la même superficie. En revanche, la démographie, elle a pris un vrai bond. Alors pour ceux qui aiment les chiffres et encore plus leur symbolique, je vais vous donner ce petit chiffre comme ça pour entrer en matière. En 1900, il y avait très exactement 100 millions de personnes en Afrique. 122 ans plus tard, donc en 2022, il y a 1,4 milliard de gens. Vous voyez le gap. Paul Belmondo Tep, vous êtes dirigeant de médias et éditorialiste à Global Télévision. Alors, fallait-il s'attendre à une augmentation de la population? Bien sûr, parce que déjà, c'est ce que les experts nous ont annoncé, y compris pour l'Afrique d'ailleurs. Et moi, j'ai pour habitude de croire ce que les experts nous disent, pour ne pas avoir l'air rétif. Ils ont fait ces prévisions, y compris pour l'Afrique d'ailleurs, comme je l'ai dit, on a annoncé 101 milliards 500 millions en 2020, donc on est à peu près 1,3 million, donc soit 200 millions en deçà de ce qui avait été annoncé. Voilà. Les raisons sont multiples, on les évoquera peut-être au courant de l'émission. En attendant d'évoquer ces raisons, Paul Belmondo Tep, il faut dire que l'une des questions qui revient très souvent lorsqu'on parle de la croissance démographique est celle liée à la nutrition. À ce sujet, nous sommes en ligne avec le docteur Mboko Ibarra Steve Bertrand, expert en démographie, par ailleurs administrateur de l'Institut de formation et de recherche démographique. Docteur Mboko, sera-t-il possible de nourrir la planète avec ces 8 milliards de personnes? La science et le progrès technologique permettront en sorte que nous développerons d'autres techniques de culture, d'autres mécanismes de production qui feront que nous pourrons toujours nourrir la population. Mais la question fondamentale, ce sont les ressources naturelles. Jusqu'à quel niveau la population pourra être contenue, la capacité de charge de la population en fonction des ressources, parce que la Terre, c'est une planète, c'est une boule, mais qui a des ressources qui permettent à nous, population, habitants, de vivre en puisant sur ces ressources. Mais il va arriver un niveau où la population va consommer l'ensemble des ressources. Peut-être le progrès nous amènera à découvrir d'autres ressources, je ne sais rien, mais il va arriver un niveau que la Terre n'aura plus de quoi nourrir sa population. Si le monde compte 8 milliards de personnes, il faut noter que la répartition est inégale dans les différents continents. Et si on parlait en premier de l'Occident, Paul Belmondo Tep, comment analysez-vous le recul de la démographie en Occident? Il y a d'abord le problème du vieillissement de la population, ensuite le faible taux de natalité. Les jeunes ne veulent plus faire d'enfants, allez savoir pourquoi. À tel point qu'il y a des pays qui envisagent aujourd'hui pour certains des mesures assez surprenantes. L'Italie, par exemple, on accorde une subvention de 250 € par enfant jusqu'à 21 ans pour inciter, parce que la crise touche profondément l'Italie. Et en Allemagne, par exemple, le chancelier, le nouveau, a annoncé qu'il y aurait 400 000 travailleurs à accueillir cette année, depuis l'année dernière d'ailleurs, à accueillir sur le sol allemand pour booster la démographie. Donc c'est un vrai problème mondial aujourd'hui. Ça touche beaucoup de pays, y compris notre continent. On nous annonce 3 milliards, une population de 3 milliards à l'horizon 2050. On verra bien ce que ça donnera. Morgan Palmer, en parlant de la démographie, on pense facilement à des questions telles que la fécondité, toujours pas mise en avant par l'Occident. Est-ce à dire qu'il se fout du futur? Non, je pense pas. C'est d'ailleurs l'objet d'une vraie préoccupation aujourd'hui chez eux. C'est le gap démographique.
ce choc démographique est lié à la faible fécondité, donc la natalité. Aujourd'hui, des pays en Europe, comme l'Allemagne, comme la France, ont mis en place des politiques incitatives pour pousser les gens clairement à faire des enfants. S'il n'y a pas de développement, il n'y a pas de ressources humaines, il n'y a pas de population. Donc, je ne pense pas qu'ils en soient au niveau de se foutre. La preuve, on a des politiques d'immigration aujourd'hui dans des secteurs dits tendus, tout ce qui est restauration et machin, qui appellent quoi? Qui appellent à faire venir de la main-d'œuvre. Et je crois que s'ils appellent cela de tous leurs vœux, ils devraient d'abord en priorité appeler de leurs vœux une natalité beaucoup plus forte à l'intérieur des États. Docteur Mboko, vous êtes toujours avec nous, rappelant que vous êtes expert en démographie. Alors, qu'est-ce qui freine la croissance démographique en Occident? Il y a une pression sociale auprès des populations, notamment en Occident, avec des phénomènes qui ne favorisent pas la fécondité ou qui ne favorisent pas la natalité. Par exemple, aujourd'hui, il y a de plus en plus la promotion des unions de même sexe, je dirais, et ce type de contrat social entre individus a un impact aussi négatif sur la population. Le programme ces dernières minutes, on est toujours sur le plateau avec Morgan Palmer, journaliste et consultant en intelligence stratégique, et Paul Belmondo-Tep, dirigeant des médias et éditorialiste à Global Télévision. Avec vous, nous évoquons les questions du boom démographique. Morgan Palmer, est-ce une opportunité pour l'Afrique? Bien sûr que c'est une opportunité pour l'Afrique. À partir du moment où il y a un lien évident entre le développement et la population. Donc, la population comme facteur de développement premier. Si vous n'avez pas de ressources humaines, clairement, il n'y a aucun développement envisagé. Donc aujourd'hui, au moins on parle de ces questions de surpopulation. Moi, je parlerais peut-être de questions de sous-population. Quand je fais un rapport avec l'Afrique, et pour dire que effectivement c'est une opportunité pour l'Afrique saisir l'occasion qui est offerte là aujourd'hui pour faire davantage d'enfants et de se peupler. Paul Belmondo-Tep, quel peut être l'impact de la croissance démographique en Afrique? Je m'alignerai directement sur la vision de Maître Abdoulaye Wade, qui pense que le boom démographique profiterait au continent si on allait vers l'Union de l'Afrique, c'est-à-dire dans ce sens que ça représenterait un grand marché avec l'institution d'une monnaie unique et convertible, un grand centre, un grand espace d'échange pour les Africains. De ce point de vue-là, ce serait forcément un atout pour notre continent, mais pris individuellement également. Je pense que certains pays, comme la Guinée équatoriale, ils ont des infrastructures qui ne sont pas mises en valeur par manque de population. Donc je pense que d'un point de vue général, si on va vers les États-Unis d'Afrique, oui, la démographie sera un atout pour l'Afrique, mais prise individuellement, ce serait... vous imaginez par exemple, il y aurait 2 fois plus de problèmes aujourd'hui dans un pays comme le Cameroun, la Côte d'Ivoire, sans les infrastructures nécessaires si la population venait à augmenter. Donc, il va falloir y aller posément, à mon avis. Sauf évidemment si on reste dans les enclos coloniaux, si on fait tomber les enclos coloniaux. Oui, bien sûr. Là, on est sur un phénomène qui est profitable à l'ensemble de l'Afrique, parce qu'effectivement, vous avez évoqué la Guinée équatoriale. Je vais peut-être y partir d'une petite anecdote. C'est un pays où, quand vous prenez une autoroute, vous pouvez rouler 15-20 minutes sans rencontrer de voiture dans l'autre sens. Donc, quand on sait que toutes ces autoroutes ont été réalisées sous investissement public, il faudra beaucoup d'années pour les rentabiliser à ce rythme-là. Donc, s'il y avait la libre circulation, ce serait tout bénéf pour eux. Voilà. Une croissance démographique forte paraît de la vie de l'Occident un inconvénient pour l'Afrique. Morgan Palmer, comment comprendre ces points de vue opposés? Je pense pas que ce soit un conseil d'amis, de dire à des gens qui ont des territoires immenses qui doivent plus faire d'enfants. Je prends un exemple très simple. Vous prenez le Congo Brazzaville, 342 000 km², 4 millions d'habitants. C'est-à-dire 10 fois plus grand que la Belgique en termes de superficie, mais moins peuplé que la Belgique. La Belgique, c'est à peu près 30 000 km² avec 11 millions d'habitants. Donc le Congo Brazzaville, 342 000 km² et 4 millions d'habitants. Comment on développe un pays
avec une telle population, c'est juste impossible. Quand vous allez dans une ville comme Makwa, toujours au Congo-Brazzaville, vous allez de Makwa à Wesso, c'est dans le nord du pays, vous faites 200 kilomètres de désert humain, vous voyez pas un seul humain dans les rues. Moi, j'ai eu la chance de sillonner ce pays, de faire Oyo, Dolisie en hélicoptère, et vous voyez des étendues de territoires vierges à perte de vue. Il y a personne. Vous pouvez clairement pas développer un continent s'il n'y a pas de population. De toutes les façons, je crois qu'il faut prêcher par l'exemple. Si la population était un problème, ben on le verra en Europe. On verrait que on n'aurait pas une Chine avec plus d'1 milliard, 400 millions d'habitants. Hein, vous voyez. Donc, alors que la Chine est 3 fois moins grande que l'Afrique. Donc, moi, je pense que c'est pas un conseil d'amis de dire aux Africains ne faites pas d'enfants, alors on a face à nous le défi du développement et qu'il n'y a pas de développement sans ressources humaines. Parmi les arguments avancés, il y a que l'Afrique est présentée comme très féconde. On a d'ailleurs vu plusieurs programmes pour réduire la fécondité sur le continent. Docteur Mboko, vous qui êtes expert en démographie, est-ce que cela a-t-il un sens? On arrivera à un moment où la démographie de l'Afrique sera un avantage pour l'Afrique et que l'Afrique pourra peut-être vendre ou je ne sais pas comment, quel accord sera trouvé pour que la migration soit une migration ouverte, une migration open. Et cela, tel que les tendances démographiques y vont, cela va arriver. Mais par contre, l'autre côté, c'est que si nous réduisons nos naissances parce qu'il faut réduire les naissances, l'Afrique va rapidement atteindre un taux de croissance démographique tellement faible qu'on n'aura premièrement pas de développement et deuxièmement, on ne pourra plus avoir de la main-d'œuvre pour travailler pour nous. Et peut-être le peu de main-d'œuvre que nous aurons seront amenés à travailler ailleurs parce qu'il y aura des conditions plus attrayantes et voilà, et la population partira, mais l'Afrique restera éternellement un continent sous-développé. Le développement de l'Afrique passe par la baisse de la fécondité. Cette déclaration n'est pas de moi, elle est d'Emmanuel Macron, le président français qui avait déclaré cela lors du sommet du G20, c'était à Hambourg. Jackson Job, quelle analyse faites-vous de cette déclaration du président français? Alors, il faut dire que l'Afrique compte 1,3 milliard d'habitants sur une superficie de près de 30 millions de kilomètres carrés. Par contre, un pays comme la Chine compte 1,4 milliard d'habitants sur une superficie à peu près de 9 millions de kilomètres carrés. Ce qui signifie que l'Afrique est encore sous-peuplée, mais plus grande que l'Europe, la Chine et les États-Unis réunis. Mais grâce à son potentiel naturel, l'Afrique possède 60% des terres arables, capables de nourrir le monde entier. Les terres arabes, par exemple, la République démocratique du Congo, sont une corde pour nourrir toute l'Afrique. Un pays comme la Namibie possède le littoral poissonné le plus riche au monde. Ce qui signifie en définitive que la fécondité n'est pas un facteur essentiel du sous-développement en Afrique parce que l'Afrique a de quoi nourrir tous ses enfants. Merci Jackson Jock. Paul Belmondo, comment comprendre qu'un continent d'une superficie de 30 millions de kilomètres carrés pour environ 1,3 milliard de personnes soit considéré comme surpeuplé? Allez poser la question que ceux qui utilisent ce substantif, à la lumière de tout ce qu'on vient d'écouter, on comprend aisément que on n'est pas surpeuplé. L'Afrique gagnerait d'ailleurs, les enfants africains gagneraient aujourd'hui comment dirais-je, à réapprendre à faire des enfants, si je devrais me répéter, c'est-à-dire qu'il faut faire bondir le taux de natalité, parce qu'on a beaucoup de terres à coloniser encore, on a des terres vierges au Congo, partout. Partout où vous allez en Afrique, vous constaterez qu'il y a des espaces verts inexploités, donc il y a de la place pour accueillir encore 3, 4 fois, 5 fois la population que compte l'Afrique aujourd'hui. Donc si on nous dit 3 milliards de personnes en 2050, ce ne sera pas encore assez. Ceux qui seront assez vieux pour vivre jusqu'en 2100 verront que l'Afrique n'aura pas de problème de surpopulation. Docteur Mboko, administrateur de l'IFOD et expert en démographie, vous êtes toujours avec nous et on aimerait bien avoir votre avis. L'Afrique est-elle surpeuplée? Non, nous ne pensons pas que nous pouvons parler de surpeuplement de l'Afrique
Maintenant, il y a des enjeux sur les questions de la population ou de la surpopulation. Il est vrai qu'on peut penser que les vagues migratoires au niveau de l'Afrique sont dues à la surpopulation de l'Afrique. Non, c'est totalement faux. Les vagues migratoires sont simplement dues aux mauvaises conditions dans lesquelles les populations africaines vivent. Et donc, si ces questions étaient résolues en termes de conditions de vie, très peu d'Africains traverseraient l'Atlantique. Morgan Palmer, comment l'Afrique peut profiter de la croissance démographique? C'est un continent qui était à bâtir, hein, de toutes pièces. Je vous ai parlé de ces étendues de territoires déserts où il n'y a rien. Il faut travailler. Il n'y a pas de magie hein, pour arriver à un certain niveau de développement, arriver à un certain niveau de bonheur, de prospérité partagée. Il faut retrousser les manches, que chacun mette les mains dans le cambouis. Donc effectivement, il y a un vrai intérêt, un vrai levier d'avoir une population dans un continent comme le nôtre. Aujourd'hui, je crois que, allez, on n'a pas encore atteint le gap, mais ce qui peut être déjà fait, c'est de lever tout ce qui est barrière frontalière entre pays africains. Parce que je vous ai pris l'exemple de la Guinée où vous avez des autoroutes, comme vous voyez en Occident, en Europe, et ben elles sont pas suffisamment exploitées. S'il y avait une libre circulation entre un pays comme la Guinée équatoriale et le Cameroun qui est son voisin, ça ferait quoi? Ça ferait que pour 800 000 habitants qui sont en Guinée équatoriale, ils auront un voisin de 30 millions d'habitants, hein, juste dans les parages, prêts à prendre ces autoroutes pour les rentabiliser parce qu'ils ont des péages et tout. Donc effectivement, il y a quelque chose à tirer de la démographie aussi, simplement même dans la mobilité. Hein. Parce que dites-vous que les problèmes qui se posent au Cameroun, parfois ont leur solution au Burkina Faso. On est allé dans le Cabinda, au Congo-Brazzaville toujours, la région qui est limitrophe à l'Angola, et vous voyez des étendues de terre, mais il n'y a pas des gens qui travaillent. Et donc, vous mettez ça en résonance avec les Burkinabés qui sont des grands cultivateurs, vous mettez ça en résonance avec les Camerounais du Nord-Ouest qui sont des grands cultivateurs, vous les mettez dans ces endroits, mais ils développent et ils en font des formidables gisements d'opportunités. Donc, effectivement, oui, il y a quelque chose à faire, il y a un gap, il y a un levier qui peut être exploité. J'ajouterais en essayant d'examiner la situation du point de vue des Européens qui craignent une surpopulation en Afrique, un accroissement démographique, c'est parce qu'ils craignent 2 fois plus de flux migratoires vers l'Europe, parce que ça ferait 2-3 fois plus que ça ne l'est aujourd'hui. Et la question de l'immigration est une question qui préoccupe aujourd'hui à l'échelle du continent européen, pas seulement de l'Union européenne, mais du continent européen. Vous l'avez souligné, Morgan Palmer, le continent pourrait aussi gagner en rendant effective la libre circulation des personnes et des biens. Colin Bekatal, vous nous dites que la libre circulation est une manne pour l'Afrique. Eh bien, les avantages de la libre circulation sont nombreux. Il y a 1, la mobilité transactionnelle. C'est quoi la mobilité transactionnelle? C'est cette possibilité qu'ont des Africains de partir d'un pays pour un autre sans toutefois, n'est-ce pas, qu'il y ait des problèmes. Et deuxièmement, il y a l'intégration. Cette harmonisation des règles d'immigration qui peuvent faire en sorte qu'il n'y ait plus la différence. C'est-à-dire qu'on combat des problèmes de nationalité au point où un Camerounais n'aura pas à répéter à un Équato-Guinéen que tu es chez moi et serait difficile d'aller chez toi, par exemple. Et puis, troisièmement, il y a des questions de ressources humaines. Si ce sera possible que un Équato-Guinéen ou un Gabonais arrive ici, que moi j'y aille de l'autre côté, je serai une main-d'œuvre qui va favoriser le développement de ce pays. Il y en a beaucoup d'autres comme ça, mais au moins 3 avantages, n'est-ce pas, qu'on pourra citer, que j'ai pu citer ici, là, de la libre circulation des personnes et des biens. Dernière minute se poursuit. On interroge à présent le développement de l'Afrique plus de 50 ans après les indépendances. À cet effet, allons à Dakar, au Sénégal, pour l'inauguration de l'université Amadou Mahtar Mbow à Diamniadio. C'est la 2e université de la capitale sénégalaise. Après l'université Cheikh Anta Diop, le centre international de conférences Abdou Diouf, le stade Abdoulaye Wade, voici l'université Amadou Mahtar Mbow qu'on aperçoit en image.
Amadou Matambo est aujourd'hui âgé de 101 ans. Il est le premier Africain à avoir dirigé l'UNESCO pendant 13 ans. Morgan Palmer, le Sénégal, prend ainsi une certaine avance dans la perpétuation mémorielle de ses leaders. Ce qui est d'ailleurs un paradoxe, parce que le Sénégal est perçu en Afrique comme étant un pays très france-africain. Mais quand on revisite un tout petit peu l'histoire de ce pays, vous voyez, vous en parliez tout à l'heure, l'université de Cheikh Anta Diop, rebaptisée Cheikh Anta Diop après son décès en 87. Et je crois que depuis lors, ils se sont dit, bon, maintenant on va faire des hommages, plus à titre posthume, mais les hommages du vivant des auteurs, parce qu'on a eu le CICAD dont vous parliez, le Centre international de conférence Abdou Diouf, donc l'ancien président toujours en vie. Vous avez eu le stade baptisé récemment, le stade d'Abdoulaye Wade à Diamniadio, toujours en vie. Et là, nous avons Amadou Matambo, 101 ans, donc centenaire, toujours en vie, à qui on rend un hommage. Effectivement, vous faites bien d'évoquer la question mémorielle, parce que à l'inverse, quand on va du côté de l'Afrique centrale, on regarde des États, par exemple comme le Cameroun, qui ont une réputation d'être des États nationalistes, puisqu'il y a eu des guerres d'indépendance ici. Vous ne voyez pas ça, vous ne voyez pas les rues, vous ne voyez pas d'édifices porter le nom de héros, de personnes qui se sont distinguées plus que la normale. Et c'est un peu paradoxal, voilà, que ce soit le Sénégal qui donne le là, qui montre la voie aux autres pays africains. Alors Marlise, Nathalie Djongwe, le sort de l'Afrique a-t-il réellement changé 50 ans après les indépendances? Pour ma part, je ne serais pas aussi pessimiste, même si on est à des années-lumière de l'envolée ou alors de ce décollage économique tant souhaité avec une croissance économique à 2 chiffres. Force est de reconnaître tout de même que l'Afrique n'est non plus restée dans un somnambulisme total depuis ce temps. Les lignes bougent, quoique au pas de tortue. On a des pays qui se démarquent en termes d'infrastructures, comme on va citer ici le Ghana, la Côte d'Ivoire, la Guinée équatoriale. Pour ma part, je pense que l'Afrique gagnerait à miser sur sa démographie galopante afin de mettre à profit ces un peu plus de 30 millions de kilomètres carrés de superficie. Merci Marlise, Nathalie Djongwe. Alors Morgan Palmer, vous qui connaissez si bien l'Afrique, comment comprendre que le développement du continent soit encore embryonnaire? Il est embryonnaire parce qu'on n'a pas investi sur le facteur humain. C'est-à-dire quand on parle de natalité, c'est bien de faire des enfants, mais c'est encore mieux de les éduquer, de les former, d'investir dans la recherche technologique. Vous savez, le tout, c'est pas d'avoir des hommes, c'est d'avoir des hommes avec des savoir-faire pratiques. La problématique que nous rencontrons aujourd'hui en Afrique, c'est que depuis les indépendances, on est parti sur un modèle académique qui n'est pas de nature à apporter les solutions aux problèmes africains. Vous avez des jeunes qui sortent des universités, qu'est-ce qu'on leur enseigne? Eh bien, à dire des choses qu'ils ne comprennent pas la plupart du temps, qui sont pas des choses qui ne sont pas assimilées, et donc ils ne peuvent pas trouver des solutions aux problèmes africains. Moi, je dis toujours ça en forme de boutade. Le mec qui a inventé le bac, lui-même, n'avait pas le bac. C'est juste quelqu'un qui a regardé de manière pratique la société. Il s'est dit, bon voilà, on pouvait avoir une présomption de connaissance en passant tel examen. Donc, ce qu'il faut aujourd'hui en Afrique, c'est d'investir sur le capital humain. C'est-à-dire que dans la formation, l'apprentissage des savoirs pratiques. Vous savez que le type qui dirige Mercedes aujourd'hui en Allemagne a commencé comme ouvrier chez Mercedes. Il est l'une des personnes les plus puissantes d'Allemagne aujourd'hui. Pourtant, il a commencé chez Mercedes comme ouvrier. Pendant que chez nous, on ringardise tous ces métiers pratiques qui sont liés à la technique. On n'a pas assez d'universités, de lycées, même techniques professionnels, pour apprendre aux gens des métiers pratiques. Donc je crois qu'il faut investir sur l'humain. Et investir sur l'humain, c'est une éducation de qualité, une formation de qualité. On devrait lancer aujourd'hui un plan Marshall en Afrique qui tournerait autour, on pousserait le vibrato autour de ces questions principales, la qualité des formations, ce qu'on peut faire sur place, et bien payer en masse, s'endetter même s'il le faut, pour aller former des ingénieurs, des cadres, qui quand ils reviendront pourront prendre en charge les problèmes de l'Afrique. Et l'un des facteurs du ralentissement du train de développement en Afrique pourrait être la vie chère dans plusieurs pays. En Côte d'Ivoire, par exemple, plusieurs mois après la survenance de la crise russo-ukrainienne, l'Afrique continue de subir de plein fouet les conséquences de celle-ci, parmi elles la flambée des prix. Une situation qui ne laisse pas de marbre le gouvernement. Le président de la République, Alassane Ouattara, a émis des pistes de solutions dans son discours du 6 août dernier. Mes chers compatriotes,
La célébration de la fête de l'indépendance 2022 se tient dans un contexte difficile pour tous, en raison de la hausse des prix des produits alimentaires et touche durement le panier de la ménagère. Les récentes réformes adoptées par le gouvernement pour encourager le secteur privé à investir dans les filières alimentaires, notamment la production locale de riz, de manioc, de bananes plantain, de sorgho, de maïs et de soja, entraîneront une augmentation de l'offre de ces produits et en conséquence une réduction des prix de ces denrées. Notre objectif est d'atteindre la souveraineté alimentaire. Des solutions qui semblent n'avoir pas été implémentées jusqu'à ce jour, du moins la réalité est tout autre sur le terrain. Karel Octave, vous êtes en ce moment dans un marché à Abidjan. Qu'en est-il réellement? Alors, comme vous pouvez le constater, depuis ce matin, je fais un peu le tour des marchés ici en Côte d'Ivoire. J'ai fait le marché de Grand Bassam, qui est une ville tout près d'Abidjan. Et là, je suis à Abidjan, mais au marché de Koumassi. Alors, ce qui se passe, c'est que les prix des denrées alimentaires ont véritablement augmenté. Et la hausse des prix ne touche pas seulement qu'un marché. Tous les marchés sont concernés et il n'y a pas un prix dans un marché et un autre prix dans un autre marché. Ce qui veut dire que ce soit à Abidjan comme en dehors d'Abidjan, les réalités sont les mêmes. Voilà. Et on peut voir un produit augmenter du double. Voilà, il arrive qu'il double, comme c'est le cas des tomates, qui étaient à 700 francs le kilogramme et qui sont passés maintenant à 1000 francs le kilogramme. Ou la viande de bœuf, par exemple, qui est montée seulement avec 200 francs ou 300 francs de différence. C'est-à-dire que peu importe, les prix ont augmenté. Pour les prix qui n'ont pas changé avant et après voilà, la hausse des prix, c'est que ce sont les commerçantes elles-mêmes qui supportent cette différence-là. C'est-à-dire que quand elles vont acheter la marchandise, que la marchandise a augmenté, pour ne pas avoir à garder la marchandise chez elles sont obligées de l'écouler. Voilà, il faut bien qu'elles fassent une activité. Donc elles viennent vendre, mais pour éviter que les clients ne partent, elles sont obligées de maintenir le prix pour ne pas perdre la clientèle. Mais ça veut dire que la différence des prix, ce sont elles qui les gèrent. C'est-à-dire, si avant elles faisaient un bénéfice par exemple de 500 francs, là elles se retrouvent avec un bénéfice de 200 francs ou de 300 francs. Ça c'est pour les dames qui n'ont pas changé les prix parce que, faut le dire, hein, arrivé à un certain moment quand tout augmente, pour certaines denrées alimentaires, les Ivoiriens voilà, ne veulent pas payer au-delà parce que pour eux, ça devient un peu trop. Ils refusent de voir les prix augmenter. Véritablement en Côte d'Ivoire, la hausse des prix, elle est réelle. Merci Karel Octave. Paul Belmondo-Deb, nous venons de voir la situation sur les marchés ivoiriens. Est-ce que cela reste préoccupant? Oui, la question de la vie chère est préoccupante d'un pays à un autre. Par exemple, prenons un pays comme le Nigeria, qui dans les années 60-70, dont les exportations agricoles constituaient 70% du PIB national, mais avec l'arrivée de la manne pétrolière aujourd'hui, ils sont en situation d'insuffisance alimentaire. Vous voyez, c'est un gros problème. Donc, il faut investir aujourd'hui dans la production locale pour nourrir, alimenter les marchés locaux. Le président Ouattara l'a dit. La solution, elle passe par là. Comment vous imaginez que la crise russo-ukrainienne ait des conséquences sur l'alimentation en Afrique? C'est quand même fou, ça, non? Alors, il faut vraiment mettre l'accent dessus sur la production locale, y investir, y inciter les gens. Autrefois, dans un pays comme le Cameroun, on en a parlé de révolution verte. Dès l'arrivée de la manne pétrolière, je pense que si des politiques comme ça avaient été perpétuées, suivies, je pense, bon, le Cameroun n'a pas vraiment de problème en tant que tel, lui, hein, mais je pense que c'est des exemples comme ça auraient pu servir à d'autres pays du continent. Vous allez à côté, un pays comme le Gabon, c'est un pays qui dépend, c'est pas insultant, beaucoup du Cameroun sur le plan alimentaire. Donc, je pense qu'il faut encourager à investir dans la production locale aujourd'hui pour alimenter les coûts, pour alimenter le marché local, les marchés locaux. Cela permettrait de réduire considérablement le coût de la vie dans presque tous les pays. Et dès le 1er janvier 2023, le SMIC pourrait passer de 60 000 à 75 000 francs CFA en Côte d'Ivoire, soit une hausse de 25%. Morgane Palme, la révalorisation du SMIC peut-elle résoudre le problème de la vie chère dans ce pays?
Oui, parce que le coût de la vie n'est pas indexé sur l'inflation. C'est le problème que nous avons en Afrique. C'est-à-dire que vous voyez des produits et vous demandez, mais ils correspondent à quoi comme réalité? Vous voyez, je prends un pays encore comme le Cameroun, on va beaucoup en parler, c'est le pilier de croissance et de profitabilité de la zone CEMAC. C'est un pays qui a connu 3 baisses de salaire successives. Et 3 baisses de salaire successives avec un coût, une inflation qui n'a fait qu'être galopante. Aujourd'hui, quand on vous parle du SMIC dans ce pays, je crois 36 000 francs CFA, ben, il ne représente rien du tout. Il est indexé sur quoi? Sur rien du tout. Je crois qu'aussi, il va falloir qu'on travaille sur l'harmonisation. Et là, une fois de plus, les pays africains ont été induits en erreur quand il y a eu les fameux programmes d'ajustement structurel et la déréglementation, où l'État s'est désengagé des secteurs où il devait rester, à mon avis, très présent, parce qu'on est des jeunes États, on n'est pas des États avec une certaine maturité permettant que les uns et les autres puissent jouer leur rôle en toute responsabilité, en bonne conscience. Donc l'erreur qui a été commise a été celle-là, a été de dire que bon, l'État laisse la libre concurrence opérer, le libre marché. Dans des pays qui sont fragiles comme les nôtres, la conséquence, elle est celle que nous vivons aujourd'hui. Donc même à 90 000 le SMIC en Côte d'Ivoire, je ne suis pas sûr que ce SMIC-là, que ce SMIC soit indexé sur le niveau d'inflation, j'allais dire. Je pense qu'on est toujours sur un coût de la vie qui est très cher en Afrique et qui va être à l'avant-garde des futurs conflits que vivra l'Afrique, parce que quand les gens ne pourront plus se nourrir et qu'ils auront la certitude définitive qu'ils ne peuvent pas se nourrir, eh bien, ils n'auront plus rien à perdre, ça va menacer la stabilité des États. Donc il va falloir vraiment qu'il y ait de vrais États généraux en Afrique pour que ces questions qui sont liées à la vie chère, à l'accès aux produits de première nécessité, que cette question, on en parle de manière sérieuse. Pendant ce temps, en Russie, Vladimir Poutine dénonce le blocage des cargaisons d'engrais russes à titre gracieux destinés à certains pays africains comme le Malawi. On parle quand même de plus de 250 000 tonnes d'engrais russes stockés dans les entrepôts européens à destination de l'Afrique. Le président russe Vladimir Poutine s'en est offusqué au cours de la conférence de presse tenue lors du club Valdais sur les enjeux sécuritaires. Une fois, c'est une tromperie honteuse et hontée. C'est pas nous qui avons trompé l'opinion publique internationale, mais ce sont les partenaires qui ont trompé nos partenaires qui sont en Afrique. Donc ça, c'est absolument odieux, c'est mesquin vis-à-vis de nos partenaires africains qui sont malheureusement, et pour qui c'était censé être fait. Et parmi les dirigeants européens, encore il y a un mois, j'avais dit que sur 21 bateaux, il n'y avait que 2 qui étaient dans les pays. Or maintenant, c'est plus de 70 bateaux et seulement 2 qui sont parvenus à des pays pauvres. Il est aussi important de noter que la France a pendant longtemps imposé son leadership en Afrique sur le plan commercial et alimentaire, ainsi que sur le plan politique. À cet effet, on pourrait même être amené à penser que la France se sent offusquée aujourd'hui de voir ses intérêts menacés par cette main tendue de la Russie aux Africains. Emmanuel Macron, le président français, n'a cessé de le marteler lors de sa dernière tournée sur le continent africain. La Russie a commencé, au fond, un nouveau type de guerre mondiale hybride. C'est ça la réalité. Et elle a décidé que l'information, l'énergie et l'alimentation étaient des instruments militaires. Il est également important de relever que selon les experts, les engrais russes présentent beaucoup plus d'avantages pour les pays africains en termes de conservation de la qualité des sols par rapport aux engrais européens. Les engrais européens qui, selon les experts, appauvrissent sévèrement ces terres pourtant très arables de l'Afrique en les rendant dépendants de ces derniers. Le cinéma avec Black Panther 2 Wakanda Forever, le film sorti le 9 novembre 2022, signe une 3e semaine en tête dans les salles de cinéma avec plus de 600 millions de dollars. Un chiffre assez impressionnant avec une intrigue qui n'est pas extérieure aux problèmes de l'Afrique avec le reste du monde. Notre reporter Émilie Somba a testé pour vous le film.
et projette quelques moments forts de ce long métrage. Salut à tous! Alors aujourd'hui j'ai décidé de me glisser dans la peau d'une cinéphile et je vous amène regarder le film qui bat tous les records d'entrée en ce moment. Il s'agit de Black Panther 2. Il est en projection partout dans le monde et nous on a choisi le Cameroun, plus précisément Douala, pour le regarder. Alors on y va? Ici, nous sommes au Grand Mall, l'espace commercial d'Afrique centrale le plus grand, notamment avec ses 160 boutiques. Là, on est au Genesis Cinéma. Je vais de ce pas prendre un ticket. Le Wakanda est de retour dans les salles ténébreuses avec Black Panther 2. Wakanda Forever au cinéma depuis le 9 novembre 2022. On le sait tous, l'acteur qui incarnait le personnage principal n'est plus. Alors, quoi de plus beau que de commencer la première scène du film par les obsèques de T'Challa, le Black Panther, qui n'a pas pu répondre favorablement au traitement que la princesse Shuri, sa petite sœur bien-aimée, lui a administré dans l'espoir de le voir s'en sortir. Who are you? Pendant 2h41, Marvel aborde le thème du deuil et de la transition qui suit sur un fond géopolitique. C'est donc une histoire avec différents points de vue, celui du Wakanda, de la CIA et celui du Talokan, une civilisation secrète sous-marine aussi riche et forte que le Wakanda. Leurs intérêts pourraient être communs. Que faut-il faire? Se diviser ou s'unir? Shuri ingurgite une herbe cœur synthétique pour acquérir les pouvoirs du Black Panther. À bientôt. Du sport, dans cette dernière partie de dernière minute, on démarre d'abord avec l'image du jour qu'on aperçoit à l'écran qui présente la sélection nationale de l'équipe de football de Tunisie et celle de la France à la Coupe du Monde de football 2022. Et oui, l'équipe de Tunisie constituée uniquement des blancs alors que celle de la France est constituée de noirs. Comment comprendre un tel paradoxe? Paul Belmondo-Teb, vous vous attendiez à voir un tel cliché à la Coupe du Monde? D'abord, c'est le Camerounais Brel Mbolo qui marque contre son pays d'origine pour le compte de la Suisse. Ensuite, maintenant, c'est plus de noirs en équipe de France et plus de blancs en équipe de Tunisie. Et puis quoi encore, tant qu'à faire, lançons la Coupe du Monde des polémiques, mais ce sera sans moi. Le football se joue sur les terrains de foot et non dans les studios de radio, donc ça de télévision, pardon. Donc du coup, moi ça m'intéresse pas cette polémique. On reste au mondial qatari pour évoquer la qualification du Sénégal en 8e de finale de la compétition. Allons voir comment les Sénégalais ont célébré l'accès au deuxième tour du mondial des Lions de la Teranga, 20 ans après le dernier du genre. Comme tous les Sénégalais, on est vraiment très contents de cette belle victoire. Tout le peuple s'y attendait, ça fait au moins 20 ans qu'on l'attend et voilà, aujourd'hui c'est là. Et c'était vraiment un sentiment de fierté pour tous les Sénégalais parce que au moins il y avait des doutes, on ne va pas le cacher avec l'absence surtout de Sadio Mané qui est un grand joueur. Je pensais que la qualification là, c'est bon pour nous quoi. Mais avec l'équipe là, qu'on va affronter quoi, comme l'Angleterre, mais c'est pas difficile parce que l'Angleterre c'est une grande équipe. Je pense que si le Sénégal perd, on risque de perdre beaucoup parce qu'on a investi beaucoup d'argent. Donc on prie que le Sénégal gagne et on passe les quarts de finale. Dernière minute, c'est terminé. Restez sur Global Télévision.